Lionel Labosse, je suis absolument ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, vous êtes professeur de lettres, érudit, je me permets de le dire, vous tenez un compte, un site qui s'appelle altersexualité.com, qui est absolument délicieux, créatif. Il y a de la fantaisie, de l'humour, de la culture et beaucoup de points de vue intéressants et inhabituels. Vous avez eu un parcours de militant également. Et ben ça, j'aimerais en savoir un petit peu plus en quelques points, parce que c'est très important de comprendre un petit peu d'où vous parlez. Je vous remercie. Oui, bah merci de m'accueillir dans Tribune Libre, qui est un média qui monte avec ses qualités. Et donc, pour être bref, je pourrais remonter au début, puisque maintenant je suis plus militant, sauf à titre personnel, hein, c'est un engagement intellectuel. Mais en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai commencé comme objecteur de conscience. C'est d'ailleurs un point commun que j'ai avec John Fitzgerald Kennedy, dont on pourra parler éventuellement en fin d'émission si on a le temps. J'ai fait un service de 2 années au lieu de 1, à l'époque où le service militaire existait encore. Donc j'ai fait un service civil, un service d'objecteur de conscience, au sein de l'association Aide, c'était lutte contre le sida, et donc ça a été une période très importante dans ma vie. Et donc du coup j'ai participé un peu aux activités de certaines associations de lutte contre le sida. Et après, bon, donc c'était voilà, un engagement associatif, mais un engagement personnel aussi. Après, j'ai milité un peu en tant que prof, quand je suis devenu prof, dans la foulée en fait. J'ai milité tout de suite dans les toutes premières associations de lutte contre l'homophobie ou de profs gays et de lutte contre l'homophobie en milieu scolaire. Donc on a fait un travail, c'était surtout de faire un travail, hein. Il ne s'agissait pas du tout de faire ce qu'on voit actuellement et dont on parlera peut-être dans la suite de l'interview. Il s'agissait de faire un travail au niveau des profs gays qui pouvaient être voilà, embêtés dans le cadre de leur travail, et puis auprès des étudiants, de faire un travail de lutte contre l'homophobie, mais sans aucun prosélytisme, etc. Donc c'est à l'opposé de la politique actuelle. Et puis voilà, j'ai fait peu de militantisme, mais c'est quand même dans ce cadre-là que j'ai commencé à écrire des articles sur Internet, puisque avec un monsieur qui avait créé ses premières associations, qui ont eu des noms différents, enfin Aglaé, puis Homo Edu, j'ai commencé à faire une rubrique qui recensait les livres pour la jeunesse, qui permettait d'évoquer les questions d'homosexualité, d'homophobie, etc. en milieu scolaire, qui étaient rares à l'époque, qui sont devenus maintenant trop nombreux, on va dire. Donc j'ai vécu un retournement complet de situation, ce qui fait que maintenant j'ai complètement abandonné cet aspect-là. Mais dans la foulée, j'avais créé mon propre site après l'arrêt des cessations de l'ami en question. J'ai créé mon propre site, avec son aide d'ailleurs. Et au début, je l'avais appelé altersexualité.com, parce que j'écrivais un livre. C'est l'époque où j'ai commencé à publier des livres. J'en écrivais depuis plus longtemps, mais j'ai fini par les publier par moi-même parce que je n'arrivais pas à trouver d'éditeur. D'ailleurs, si jamais un éditeur écoute cette émission et qu'il est intéressé, j'ai des tas de livres inédits à publier. Donc, j'ai entamé le site altersexualité.com, qui au début était dans cette mouvance, puisque j'ai fait un gros travail après en mon nom personnel de lutte contre l'homophobie, puis après avec aussi d'autres personnes qui militaient, mais au niveau syndical, etc. C'était pas forcément des militants LGBT, mais c'était un peu mélangé. Et c'était une époque où voilà, on œuvrait pour le bien commun. C'était pas une époque où on voulait faire du prosélytisme ou je ne sais quoi. Je garde vraiment un bon souvenir de cette époque, même si c'est totalement terminé. Et maintenant, on peut remarquer que, enfin on en parlera dans la suite, mais qu'il y a une OPA des anciens militants, sur les anciens militants dits LGBT, voilà, qui étaient sincères, par des gens qui n'ont plus du tout un objectif bienveillant, mais qui veulent se servir de ce combat-là, qui était légitime pour un autre combat qui n'a rien à voir. Et donc, parallèlement, j'ai commencé à publier des livres, donc je les ai ici, enfin je vais peut-être pas tous les montrer, mais j'avais commencé, attendez, celui-ci, ça a été le premier publié, c'était un roman épistolaire, donc de littérature jeunesse, mais pour adolescents, quoi. C'est l'histoire de deux garçons qui font un échange épistolaire.
L'année de l'orientation. Ça s'appelle L'année de l'orientation, voilà. Et puis quelques années après, j'ai écrit le deuxième tome, il se retrouve quelques années plus tard, qui s'appelle Karim et Julien. Et puis donc, entre-temps, entre les deux, j'avais écrit un essai qui s'appelait Altersexualité, éducation et censure, donc qui relatait un peu mes difficultés à me faire entendre au sein d'un mouvement qui commençait déjà à être infesté de gens animés de mauvaises intentions. Donc j'avais très vite, donc ça c'était en 2004-2005, je ne sais plus, mais à cette époque-là, j'avais commencé à comprendre voilà, que ce qui se passait était louche, j'avais pas tout compris, et donc j'avais écrit ce bouquin qui m'a fait donc, définitivement exclure du milieu en question, et après j'ai publié, alors, assez longtemps après, j'avais publié celui-ci, mais ça sous un autre nom, c'était des nouvelles intersexuelles, on va dire, érotiques et amusantes, on va dire, mais là j'avais créé ma propre maison d'édition. Donc là, sur ce livre-là, j'ai à peu près tout fait. Il s'appelle Le mariage. C'était Le mariage de Bertrand. Donc Bertrand, c'était Bertrand Delanoë, donc c'était des nouvelles imaginatives, un peu, alors certaines érotiques, d'autres pas du tout, mais voilà, dans ces mouvances-là. Et donc après, excusez-moi, voilà, l'autre livre que j'ai publié, ça c'était en 2012, c'était Le contrat universel au-delà du mariage gay. C'était un livre voilà, pour prendre position contre le mariage gay, mais pour proposer quelque chose qui était mieux pour moi, un contrat universel, qui aurait profité qui protégeait aussi bien. Qui aurait profité à tout le monde, mais qui n'aurait pas été le mariage, quoi, donc qui respectait les autres traditions. Et donc j'ai eu un seul article par un seul auteur du monde gay, mais qui était lui qui avait une certaine ouverture d'esprit, mais sinon le reste du monde gay m'a totalement censuré, interdit de parler, bien que j'ai réussi à avoir un article dans le journal Le Monde pour ce livre, qui était autoproduit, ce qui est à peu près un fait unique dans l'histoire du journal Le Monde, je pense, d'avoir eu un article pour un livre autoproduit. Et mon dernier livre, c'est celui-ci. Alors là, rien à voir, ça c'est un livre de 500 pages, 550 pages, basé sur l'histoire de la Bourgogne-Franche-Comté, du village natal de ma mère et de ma grand-mère, qui a réussi à vivre très bien jusqu'à l'âge de 103 ans. Et donc j'ai reconstitué l'histoire de son village natal, etc. Donc là, vous le prononcez comment? Même nous. Oui, alors évidemment il y a une graphie spéciale, mais c'est Même nous, c'est une déformation du nom de ce village de Haute-Saône. Donc un livre rural. Là, je pense que sans m'en rendre compte, ça a été publié en 2018 et je pense que j'étais devenu déjà d'extrême droite là, quand j'ai publié ce bouquin. Parce que c'était la France rurale, c'était la France périphérique. Et je pense que là, j'ai totalement perdu ma crédibilité dans le monde auquel j'étais associé auparavant. Voilà. Et justement, est arrivé peu à peu ce wokisme. Et oui, dont vous parlez, le wokisme. Oui, enfin, il est arrivé le covidisme, le wokisme était arrivé avant le covidisme, mais effectivement, tout ça, c'est des mouvances de destruction de notre société qui arrivent par vagues et qui sont coordonnées. Donc le wokisme, oui, ben donc les éveillés, etc. Donc en fait, bon, la réalité, c'est que c'est des gens qui se croient éveillés, mais qui sont en fait des somnambule, qui sont guidés par un magicien qui s'appelle souvent George Soros ou Bill Gates, ou enfin des milliardaires soi-disant philanthropes qui en fait font de l'argent avec leurs profits, investissent de l'argent pour en trouver de l'autre et pour manipuler le monde. Donc je pense que George Soros c'est le meilleur exemple, parce que quand on pense aux élections en Moldavie, par exemple, j'ai lu un article, il a investi, je crois, si je ne fais pas d'erreur, 100 millions de dollars en Moldavie. Donc juste sur un des pays dans lequel il agit au détriment du peuple moldave. Donc c'est quand même intéressant, et je pense que rien que ce monsieur-là, George Soros, avec son fils maintenant, Alexandre Soros, enfin, arrive à manipuler les opinions dans beaucoup de pays, mais bon, c'est un monstre qui est en train de mourir, donc on assiste heureusement à sa mort, mais ça fait beaucoup de mal, hein, y compris, moi j'ai peu d'amis, mais parmi mes quelques amis, j'en ai perdu. Je pourrais prendre un exemple d'un ami qui m'avait demandé de l'aider à relire sa thèse sur le théâtre, qui avait fait une thèse sur le théâtre, enfin le sida dans le théâtre, etc. Donc c'est des sujets que je connais. J'avais pas trop le temps, mais j'avais regardé vaguement, et j'avais vu qu'il utilisait l'écriture inclusive dans une thèse. Alors je lui avais juste dit, bon, j'ai pas le temps de relire pour l'instant, mais déjà je te dis un truc, évite l'écriture inclusive, c'est vraiment plus à la mode, puis bon, c'est pas très cool pour les aveugles, etc. Ah, bon là, ça a été la rupture totale, c'était pas possible.
le wokisme, c'était sa raison de vivre, enfin le wokisme, là, sous la forme de l'écriture inclusive, hein, qui est un des avatars. Du wokisme. C'est un des avatars du wokisme, c'est-à-dire le wokisme, c'est l'écriture inclusive, c'est voilà, il n'y a pas d'égalité homme-femme si on n'écrit pas, si on met pas des points médians entre un E et un S à la fin des mots français. Enfin, et d'ailleurs, tout le monde ne s'accorde pas sur la définition du wokisme. Ceux qui le défendent disent forcément que c'est pour défendre les minorités opprimées, pour une question de tolérance. Vous définiriez le wokisme comment ? Comment définir le wokisme ? J'ai pas trop envie de le définir. Enfin, de toute façon, c'est une machine pour détruire nos sociétés, pour diviser les gens. Ça fait partie des machines pour diviser les gens, comme le véganisme, etc. C'est-à-dire instaurer des barrières entre les gens. Même des fois, il y avait les régimes alimentaires avant le véganisme, mais instaurer le maximum de barrières entre les gens pour que les gens ne puissent plus s'inviter chez eux, déjeuner ensemble, dîner ensemble, discuter, échanger, selon la bonne vieille tradition française, mais pas seulement française, du repas. Enfin, on sait que pour les Américains, le fait de pouvoir passer une soirée ensemble et d'échanger des idées en discutant, c'est voilà, des fois ça les scotche, alors qu'eux ils passent des soirées où chacun est devant son écran de télévision personnelle et il n'y a pas de repas en commun. Donc tout ça permet de diviser la société, que les gens ne se parlent plus. Et on a vu ça exacerbé au moment du Covidisme, où voilà, les gens, là aussi, j'ai perdu d'autres amis, je me suis demandé pourquoi. Enfin, alors que j'étais pas un Khmer, comment dire, quelle couleur, Khmer verdâtre du Covidisme, j'ai jamais imposé, j'ai jamais essayer de manipuler quelqu'un, de l'encourager à ne pas se faire vacciner. Je me suis juste contenté de publier des articles et de lui dire « Tiens, tu devrais lire ça éventuellement », mais de façon extrêmement respectueuse. Mais par contre, il y a des gens, j'ai vu des gens extrêmement, voilà, qui se comportaient comme des ayatollahs du vaccin, alors qu'eux n'avaient aucun intérêt financier là-dedans. Donc que des gens de la télé le fassent, bon je sais, ils sont corrompus, ils touchent de l'argent, mais qu'un ami se retourne brusquement en ayatollah, et donc j'ai rompu avec 2 amis pour ces causes-là. Donc là, on parlait du wokisme, donc je ne sais pas après... Est-ce que vous avez identifié des lobbies précis derrière ce mouvement wokiste ? Des lobbies précis. Lobbies LGBT ou autres que vous avez repérés ? Je ne sais pas, mais dans le mouvement dit LGBT, bon, c'est clair que c'est un mouvement qui s'est fait complètement manipuler par des subventions, tout simplement. Moi, je le voyais déjà, d'ailleurs, au tout début de mes travaux, quand j'étais après l'association AD, on avait créé avec des amis une petite association qui s'appelait le Patchwork des Noms, qui reprenait quelque chose de très beau, de très émouvant qui avait été fait aux États-Unis, c'est-à-dire faire des patchwork, c'est-à-dire des quilts en américain, en hommage aux morts du sida, qui à l'époque étaient... souvent, il y avait des situations catastrophiques, des gens qui mouraient du sida, et la famille virait du jour au lendemain le compagnon du défunt, et souvent ne voulait pas de sépulture, etc. Enfin, c'était extrêmement violent, et donc on faisait des patchworks, c'est-à-dire des carrés de 1 mètre sur 2 à peu près, en hommage à ces gens, pour qu'ils aient une sépulture, et je me souviens qu'il y avait une fois par an, je ne sais plus quelle date, à une date précise, il y avait une grande exposition de tous les quilts devant la Maison Blanche, et c'était très émouvant. Et là, voilà, ça, c'est des grands moments de la culture gay, etc., qu'ils ont totalement oublié. Maintenant, on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans cette empathie, on n'est plus dans ce respect de l'autre, voilà. Et donc, quand on faisait ces associations, et après, quand j'ai participé aux associations dont j'ai parlé, la GLAE, etc., on voyait autour de nous des gens qui ne faisaient rien, mais qui avaient dans leur association souvent des gens qui avaient fait des grandes écoles de commerce, etc. Et leur spécialité, c'était trouver des subventions. Et les subventions, on ouvrait des yeux ronds parce que c'est des subventions de 400 000 francs, enfin à l'époque c'était en francs, etc. C'était des subventions énormes, totalement disproportionnées par rapport à l'objet. Alors que nous, dans notre association, on fonctionnait avec des budgets de 500 francs, quoi. Enfin, on voulait juste quelques timbres pour envoyer quelques courriers à quelques personnes, et puis basta, le reste on le faisait nous-mêmes. Donc voilà, ça s'est fait comme ça par l'infiltration au sein de l'Union européenne, et pas que de l'Union européenne, de tous les pouvoirs publics, les municipalités, enfin à tous les niveaux. Voilà, les subventions, c'est par les subventions qu'on fait ressortir certaines associations, et que du coup, par contre-coup, on étouffe d'autres, puisque quand vous avez dans les milieux gays, les gens qui vont à l'époque, par exemple, pour prendre le cas de la ville de Paris, enfin de la région parisienne, il y avait la Gay Pride de Paris, qui n'avait rien à voir avec celle de province. Les gens qui étaient nommés, forcément, au bout d'un moment, c'était ceux qui avaient le plus de subventions. Et donc, ce n'étaient pas du tout les représentants les plus légitimes de la dite communauté. Donc, voilà comment ça s'est fait, l'infiltration de ce mouvement qui était légitime au début par des gens qui représentaient des causes qui n'étaient pas du tout celles du gay ou de la lesbienne de la rue, quoi.
est-ce que vous qui êtes enseignant, est-ce que vous avez observé des choses qui vous ont mis la puce à l'oreille par rapport à ce wokisme qui s'infiltre un peu partout, ou des signes précurseurs? Dans le monde enseignant, dans le monde enseignant déjà, oui, au niveau des syndicats, après au niveau des étudiants, oui, petit à petit, on a vu un peu la mode justement d'écriture inclusive, mais on en parlera peut-être plus tard. Mais au niveau des syndicats, oui, bon, en tant que prof, moi j'étais quand j'étais, déjà, j'ai jamais été très politisé, hein. J'étais plutôt à gauche, mais déjà jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai pas voté. Enfin, vraiment, j'avais aucun engagement politique, ça m'intéressait pas trop. La politique m'intéressait au sens noble de gérer la vie de la cité, oui, mais au sens de parti politique. J'étais plutôt vaguement de gauche, mais bon, je critique aussi bien la gauche. Mais en fait, j'étais d'aucun parti, je m'en fichais un peu de la politique politicienne, quoi. Mais j'ai vu, quand on avait des réunions, des fameuses heures d'information syndicale dans les établissements scolaires, j'ai vu que c'était toujours préempté par des gauchistes de service et qui collait toujours dans la discussion des choses qui n'avaient rien à voir avec l'éducation. C'était l'aide aux émigrés illégaux, etc. Enfin, des causes nobles peut-être, mais qui pour moi n'avaient pas leur place dans cette heure d'information syndicale. Et c'était toujours un discours hyper gauchiste, etc. Et finalement, on était réduit à l'alternative soit d'écouter passivement en faisant autre chose, soit de ne pas y participer en prenant un prétexte. Et voilà, ça dure toujours. Bon, maintenant, avec la bouteille, bon, je suis plus âgé, je suis au bout de ma carrière, je n'ai plus aucun échelon à passer, si vous voulez. Maintenant, je n'hésite plus à les envoyer balader, à dire ce que je pense, clairement. Voilà, mais bon, ça, c'était déjà au niveau de l'infiltration des syndicats gauchistes. Donc voilà, dans l'éducation, notamment, là, je trouve que je travaille dans la région parisienne et maintenant à Paris carrément, c'est infiltré de gauchistes. Toute personne qui n'est pas gauchiste est un nazi, quoi. Donc c'est même pas la peine d'essayer d'ouvrir sa gueule. Mais je le fais parce que je suis assez provocateur et je m'en fiche complètement maintenant. J'assume complètement mes propos, mes opinions, etc. Et quitte à aller au clash. Mais au niveau des étudiants, il se trouve que j'enseigne j'enseigne en post-bac, enfin en BTS, mais dans un lycée technique et depuis 6 ou 7 ans maintenant. Et j'apprécie beaucoup les étudiants parce que, bon, certes, ils ne sont pas parfaits, ils ruent un peu dans les brancards, mais ils sont dans le réel, ils sont dans des vrais jobs, pas des bullshit jobs, comme dit, comment j'ai oublié son nom, Graeber, l'essayiste américain qui a inventé ce terme de bullshit job et qui a été traduit par Stanislas Berton, notamment, dans L'Homme de la Cité, je ne sais plus quel volume. Et en fait, voilà, les gens qui sont dans le réel, en fait, moi je discute beaucoup de l'actualité avec eux parce que comme ils sont en bac plus 2, puis que la matière que j'enseigne maintenant s'appelle culture générale et expression en BTS, c'est la seule matière qui est à peu près transversale à toutes les formations, que ce soit le notariat, la lunetterie ou le bâtiment ou le commerce ou le tourisme, tout ce que vous voulez. Et donc je constate qu'ils sont pas wokistes. Quand je leur fais, je vois un fait wokiste d'actualité, bon, ils sont plutôt contre. Quand je parle de Trump, ils sont plutôt pour. Et ils n'ont pas trop peur de le dire, parce ils voient que le prof aussi n'est pas dans la pensée, dans la doxa. Donc ils sont bruts de décoffrage et j'ai beaucoup plus de plaisir à discuter avec mes étudiants qu'avec mes collègues actuellement. Voilà, je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit. Mais j'ai eu une occasion il y a quelques années, parce que j'avais ce qui s'appelle un complément de service, donc de devoir enseigner dans une école de commerce, toujours en BTS, mais en école de commerce. Et là, j'ai vu un état d'esprit totalement différent. Et là, j'ai vu les ravages du wokisme. C'est-à-dire que quand j'abordais certains sujets, je n'avais pas du tout les mêmes réactions qu'avec les étudiants de mon lycée technique plutôt masculin, avec des professions plutôt masculines. Donc on a peut-être 20% de femmes. Et voilà, dans cette expérience que j'ai eue, c'était plutôt 70% de femmes. Et c'était pas du tout la même façon de réfléchir. Et il y avait les ravages du wokisme, c'est-à-dire les étudiants, fallait pas aborder certains thèmes. Ou alors je me souviens une fois, j'avais parlé un peu de l'avortement. Mais comme ça, c'était dans le cadre d'un thème sur le corps humain, donc c'était un sujet adventiste. Mais je me souviens d'une étudiante qui avait dit « Ah mais non, mais moi, si je veux me faire avorter, je me ferai avorter 10 fois, etc. » Enfin, c'était carrément, elle allait se faire avorter par militantisme. Donc bon, j'ai un peu remballé mes gaules. Mais du coup, là, 3 ans après, je viens de commencer, là, aujourd'hui même, une séquence sur l'avortement et la natalité, en fait, avec mes étudiants, où du coup, ça m'a poussé à faire quelque chose, parce que voilà, je voulais leur montrer comment, dans le cadre de cet enseignement que j'ai à faire, où on est libre de ses choix pédagogiques, notamment en première année, les amener à voir l'arrière-fond d'un problème, et voir que ce militantisme, ce wokisme, en fait, les détourne et les concentre sur une toute petite partie du problème, c'est ce qu'on peut appeler le damage control, hein, maintenant,
comme on peut le voir sur l'affaire Didi ou sur toutes les grandes affaires, c'est-à-dire qu'on concentre la réflexion sur un tout petit aspect du problème, l'aspect folklorique, l'aspect qui va susciter les dissensions, les haines, les indignations, donc la colère, et on oublie voilà, de quoi il est question réellement derrière ça. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parfait, parce que le wokisme, on pense plutôt aux couleurs de peau, etc. Donc, mais c'est pas seulement ça, voilà. les orientations sexuelles, Oui. etc. Oui. Vous parliez de la possibilité de parler de Trump qui vient d'être élu. Oui. Vous pensez que cette élection est importante et de quelle manière? Ah oui, alors là, effectivement, justement, j'en parlais ce matin. Alors là, je vais pouvoir parler, alors je l'ai mis ici, d'un livre que je suis en train de lire, qui me semble le livre magistral, le livre numéro 1 à lire en ce moment. C'est un livre qui date de 2021, donc je le montre, est-ce qu'on le voit bien? On le voit très bien. C'est donc qui a maudit les Kennedy de Laurent Guyeno, qui est un grand penseur d'aujourd'hui. Vous avez failli dire qui a tué les Kennedy, c'est un Oui, lapsus. oui, voilà, c'est qui a maudit les Kennedy. Donc ça se présente un peu même avec la couverture, avec le style de la couverture, comme un roman de gare, etc. Et voilà, Laurent Guyeno, donc c'est un grand penseur actuel. C'est un penseur qui a publié un article majeur pour moi sur les néoconservateurs, le triple jeu des néoconservateurs, quelque chose comme ça, sur Réseau Voltaire, donc le site de Thierry Messant en 2014. Pour moi, c'est vraiment un article fondateur que je recommande à tout complotiste de lire, et surtout actuellement, pour comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer dans les mois qui viennent, d'ici l'entrée en fonction de Donald Trump. Et, Que craignez-vous d'ailleurs? et voilà, donc, alors ce que je crains, bon, pourquoi ce livre est important? Parce que ce livre explique la raison pour laquelle Trump s'est rapproché de Kennedy, Robert Kennedy Jr., et qui est négligé par beaucoup de commentateurs. Moi, j'ai écouté récemment, enfin quand je dis récemment, c'est aujourd'hui ou hier, les prises de position après l'élection de Donald Trump, donc c'est tout frais, de Caroline Galacteros, de François Asselineau, de Xavier Azalbert, etc. C'est des prises de position très intelligentes, très riches, etc. Donc c'est parfait, il faut les écouter. Mais je pense qu'ils ratent, pour moi, le point principal. Et ce point principal, il faut lire le livre de Laurent Guyeno, qui date de 2021, pour le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de l'assassinat... Donc, les gens, ce que je veux dire, c'est que Caroline Galacteros, etc., insistent surtout sur l'aspect militant anti-covidiste, militant anti-vax de Robert Kennedy Jr., ce qui fait que notre grand ami Jacques Attali s'est fendu de sa 10 857e interview sur les médias du pouvoir hier, ou aujourd'hui, a dit que c'était un complotiste anti-vax. Et en fait, ça, c'est du damage control, parce que certes, c'est très important ce que va faire Robert Kennedy sur l'arnaque covidiste. Il va la révéler au monde, et du coup, ça va entraîner, je pense, des années de prison, et je l'espère pour beaucoup de gens, parce que quand les États-Unis font, le reste du monde, enfin du monde occidental, suit, est obligé de suivre. Donc ça, c'est très important. Voilà. Mais la raison principale, ce qui va bouleverser le monde, c'est que Robert Kennedy Jr. a eu le blanc-seing, Donald Trump l'a dit publiquement, pour déclassifier le dossier de qui a tué Kennedy. Et quand on dit qui a tué Kennedy, c'est pas Kennedy, c'est qui a tué les Kennedy. Et lesquels? Il n'y a pas un Kennedy qui a été tué, il n'y a pas deux Kennedy qui ont été tués, il y a trois Kennedy. Et ça, je l'ai su en lisant le livre, puisque je n'étais pas très informé. Je savais qu'il y avait des choses importantes, puisque j'avais déjà entendu une interview de Laurent Guyeno sur le sujet, mais souvent dans ces interviews-là, on interviewe sur les choses connues, on n'interviewe pas sur les détails. Et donc, John Kennedy a été tué en novembre 1963, laissant un enfant qui avait 3 ans à l'époque, qui a très peu connu son père, qui s'appelait John Fitzgerald Kennedy Jr., Robert Kennedy, son frère, qui était son ministre de la Justice, et ils étaient fusionnels, ils avaient une entente extraordinaire, c'est ce qu'explique Laurent Guyeno, a été tué en 1968, je crois, oui, 68, alors qu'il s'apprêtait à devenir gouverneur de Californie et qu'il s'engageait, il voulait devenir président des États-Unis. Il le serait sans doute devenu, vu l'aura quasiment religieuse qu'avait la famille Kennedy, qui étaient des démocrates mythiques pour les Américains. Je pense que beaucoup d'Américains avaient des posters de Kennedy dans leur maison. Et donc, Robert Kennedy est tué, et le faux assassin de Kennedy, donc Oswald, est tué par John Ruby. Ruby est exécuté
Et Lyndon Johnson donc, ne le gracie pas avant sa mort, éliminer les gens qui pouvaient parler. Et donc, John Fitzgerald Kennedy Jr. meurt dans un accident d'avion en 1999 et Laurent Guyeno voilà, a tout lu sur le dossier. Il fait un travail extraordinaire en se basant sur des livres qu'il cite, des articles qu'il cite. Donc, on peut vérifier tout ce qu'il dit. Et donc, on a 3 Kennedy qui ont été assassinés. Ce n'est pas un accident d'avion. Donc ce n'est pas un accident d'avion. Enfin, voilà, c'est un peu comme pour l'attentat du Bataclan ou Charlie Hebdo. Voilà, dès qu'on étudie le dossier, ou le 11 septembre. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce Kennedy Jr., donc, qui est mort à l'âge de... Donc il est né en 1960, donc il est mort à l'âge de 39 ans, je crois. Il s'apprêtait dans les jours qui allaient suivre sa mort à se déclarer candidat pour devenir gouverneur de New York. Ce qui ruinait toutes les chances de Madame Hillary Clinton de gagner ce même poste. Et voilà, il était clair qu'après, il voulait devenir président des États-Unis 10 ans plus tard, vers l'âge de 50 ans, enfin, un peu comme... non, j'allais dire comme son père, mais non, son père avait été président un peu plus jeune. Mais il avait tracé ce mouvement-là, il avait créé une... Tout ça, on l'apprend dans le livre de Guyeno, hein, donc je ne vais peut-être pas tout dire, parce qu'il faut que les gens lisent ce livre, mais en tout cas, il présenter un intérêt sérieux et documenté pour des thèses complotistes, et ça déplaisait beaucoup aux gens qui ont tué ces Kennedy. Alors, je pose la question qui, et vous poserez la question générale de l'avoir pour savoir qui a tué les Kennedy. Mais quand le monde saura, eh bien, le monde sera bouleversé, parce que, en fait, ce qu'explique Laurent Guyeno, c'est que derrière ça, pareil, je donne un exemple, il faut lire le livre, mais il n'y aurait pas eu de guerre du Vietnam si Kennedy n'avait pas été assassiné. Et ça, c'est un fait que j'ignorais, que j'ai appris en lisant ce livre. Donc, moi, ce que je pense, en sachant ça, je pense que pour ces gens-là et leurs successeurs qui ont fait tuer à la fois Kennedy, enfin, le frère, le fils, et 2 autres personnes, 5 personnes ont été assassinées, sans parler des autres, je pense qu'ils ne vont pas reculer devant un 6e meurtre. Et voilà, personnellement, je ne parierais pas trop cher sur la survie à moyen terme de Robert Kennedy, parce que il y a une chose que je pense, c'est que Trump, c'est son 2e et dernier mandat, il a 78 ans, il a nommé un vice-président, mais je pense que le vrai vice-président, c'est Robert Kennedy. Et je pense que s'il y aura un successeur à Trump, et ça bouleversera tout, ça sera le démocrate Robert Kennedy. Et ça va tout bouleverser. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça n'existe pas. Donc ce que je pense, évidemment, je ne suis pas du tout géopolitologue, ni politologue, etc. Donc peut-être ça va faire rire beaucoup de gens. Je pense que l'intérêt de Trump, mais ça il l'a dit, c'est d'agir très vite, mais il a dit très vite après sa rentrée en fonction. Moi je pense qu'ils ont tout intérêt à devancer l'entrée en fonction et à révéler déjà avant l'entrée en fonction l'essentiel du dossier, qui est connu, il suffit de lire les livres, c'est-à-dire qui a tué Kennedy. Voilà, je pense, je sais pas, une interview de Robert Kennedy et de Trump avec Tucker Carlson, par exemple, ou avec, je ne sais pas, avec Stéphanie Reynaud, qui parle couramment l'anglais. Stéphanie Reynaud. Et voilà, c'est ce que je pense, le plus vite possible. En tout cas, je pense qu'ils l'ont déjà fait, ils se sont déjà sécurisés, à mon avis, sans le dire. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont déjà enregistré des trucs qui devraient être diffusés, et je pense qu'ils l'ont fait connaître, qui devraient être diffusés au cas où ils auraient un AVC ou un cancer fulgurant. Voilà. Mais voilà, c'est un élément que je trouvais intéressant, important à dire, parce que... Et d'ailleurs, rappelons ici que le mot complotiste a été inventé par la CIA au moment de l'assassinat de JFK. Oui, après l'assassinat de JFK, donc ça c'est le livre de Lance Daven Smith qui s'appelle « Aux origines de la théorie du complot », donc il faut absolument lire. Alors ça fait partie des livres comme, en fait, Qui a tué les Kennedy, et donc le livre de Lance Daven Smith auquel vous avez fait allusion, et le livre de Christian Géraudot sur le climat, des questions sur le climat, qui a l'avantage de coûter 9,9 €. Voilà, c'est des livres, donc j'ai acheté 10 exemplaires pour offrir autour de moi, et j'encourage tous les gens qui peuvent le faire. C'est un militantisme bienveillant d'acheter quelques exemplaires de ces livres, de les offrir autour d'eux. Il faut que ces informations-là circulent, il faut que ces grands livres circulent. Je pense également au livre de Claire Séverac. Il faut faire connaître ces livres, parce que ce sont des livres essentiels pour connaître le monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je peux remercier le covidisme plutôt. Je peux remercier Emmanuel Macron, parce que sans ce délire covidiste, j'aurais continué à être quelqu'un. J'étais quand même assez éveillé avant, mais je n'avais pas compris que c'était à ce niveau, quoi, que c'était vraiment, on vivait vraiment dans un monde de duplicité totale. Le Truman Show. Le Truman Show, ouais.
Et d'ailleurs, est-ce que Trump pourra nous en dire plus sur ce domaine d'expertise que vous maîtrisez, puisque vous êtes docteur brigittologie? Alors, docteur en brigittologie, s'il vous plaît, Madame En Reynaud, veuillez ne brigittologie. pas écorcher la langue française. S serait suivi d'un substantif au pluriel. Ah, Donc, d'accord. en brigittologie, avec deux T d'ailleurs, Deux T. contrairement à ce que fait notre ami Stéphane pour Géopolitique Profonde, oui, c'est Mike Borowski qui m'a qualifié de brigittologue, ce qui m'a fort honoré. C'est très amusant parce que j'aime bien prendre les choses avec humour. Ce qui nous différencie de certaines personnes qui manquent beaucoup d'humour. Je pense à messieurs Reichstadt, Mendes France et compagnie, qui, je pense, devraient demander un asile politique à une île des Barbades ou très éloignée. Donc, la brigittologie, oui, eh bien, Trump. Alors, Trump, justement, ce que je disais à mes étudiants ce matin, parce qu'en discutant un peu avec eux, je m'étonnais du fait que la première personne au monde à s'être précipitée pour féliciter M. Trump de son élection, c'est M. Emmanuel Macron. Enfin, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est dans les premiers chefs d'État de pays importants. Et il a fait, moi je suivais ça en direct hier parce que je préparais mes cours le matin, le mercredi matin, j'avais des cours le mercredi après-midi, paradoxalement, et je voulais être le plus proche possible de l'actualité, donc je suivais sur un écran tout en travaillant sur Fox News pour être plus précis la montée des sièges, etc. Et la barre de 270 n'avait pas encore été franchie quand Macron a lancé ses félicitations. Elle a été franchie à peu près à 10h23 et lui il avait lancé sa félicitation un peu avant. Donc ça m'a beaucoup étonné et du coup je ne peux pas m'empêcher puisque j'avoue mon complotisme caractérisé, de faire le rapprochement avec le fameux dossier President of France, qui avait été, donc ça a été très médiatisé, donc les gens le savent, qui avait été trouvé dans la résidence de M. Trump à Mar-a-Lago, je crois que ça doit être en Floride. Et donc il avait un seul et unique dossier sur un seul chef d'État étranger, et ce n'était pas... Alors c'est Xavier Poussard qui a donc insisté là-dessus. On aurait pu s'attendre à ce que, voilà, il ait un dossier sur Xi Jinping, ou sur Poutine, ou sur Zelensky, ou sur Netanyahou, ou sur le président du Mexique, je ne sais pas, enfin, ou sur Trudeau, mais la France, pour les États-Unis, c'est noyé dans l'Europe. Voilà, bon, ils savent un peu ce que c'est parce qu'il y a Édith Piaf, il y a Maurice Chevalier, mais il y a peut-être quelques spécialités culinaires qui les intéressent. Mais voilà. Et donc, voilà, et beaucoup de gens, des gens très complotistes, ont émis des hypothèses, mais qu'il pourrait y avoir des informations sur quelques parties de l'anatomie de l'épouse de M. Macron, qui ont d'ailleurs récemment intéressé une amie de M. Donald Trump, qui s'appelle Candace Owens. Et d'ailleurs, je m'étonne que depuis l'élection, Candace Owens n'ait pas refait parler d'elle. Mais en tout cas, bon, ça pourrait nous amuser et faire avaler peut-être leur cravate à des messieurs qui répandent la vérité dans les médias du pouvoir et qui pourraient être amenés à se pencher sur la réalité du dossier, comme je l'ai fait. Et quand on se penche sur la réalité du dossier, ben, voilà, Pour vous, il y a un tombe de haut. faisceau d'indices très épais. Oui, ben, le travail en tout cas fourni par Faits et Documents, avec l'appui de Natacha Ray, et après par Précibus, auquel j'ai participé modestement, mais par moi-même aussi d'ailleurs avant Précibus. Voilà, donc il y a un faisceau concordant d'indices qui font qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'il n'y a rien dans le dossier. Et quand Xavier Poussard dans Faits et Documents écrit une phrase, je ne la sais pas par cœur, mais disant la personne connue sous le nom de Brigitte Macron qui est à l'Élysée est née sous le nom de Jean-Michel Trogneux et occupe la place d'une autre Brigitte Macron, et nous mettons au défi l'Élysée de porter plainte contre nous. Quand il écrit cette phrase il y a plus de 6 mois et que malgré le délai de prescription de 3 mois pour les délits de presse, et malgré le fait que la fille très médiatisée de monsieur ou madame Brigitte Macron, Tiffaine Auzière, soit avocate et connaissent parfaitement le droit de la presse, voilà, ces gens-là n'ont pas porté plainte contre M. Xavier Poussard, alors qu'ils l'accusent d'extrême droite et d'antisémitisme. Donc on peut se dire, bon, si c'est un monsieur d'extrême droite, c'est tellement facile de le balayer d'un revers de main, comme il n'hésite pas à le faire pour n'importe qui les gêne. Donc voilà, ça c'est un indice qui est assez incontestable. Donc j'attends de ces messieurs Reichstadt, Tristan Mendes France, etc., seraient bien incapables d'aller dans le fond du dossier. Donc attendons, peut-être que là on va aller vers des révélations, ou que, je ne sais pas, on peut rêver que là aussi il y aura un aller simple pour une île des Bermudes.
Est-ce que ce dossier, Brigitte Macron, est rédigé en écriture inclusive? Ah bah Yel aurait bien aimé, mais effectivement je me suis penché récemment, pour mes étudiants d'ailleurs, un peu par hasard sur le dossier d'écriture inclusive, et là aussi c'était un dossier que je connaissais moyennement, parce que au début je prenais l'écriture inclusive pour un truc marrant, un gadget, pour rire quoi, donc on l'utilisait un peu pour de rire, et puis j'ai vu petit à petit, là aussi, oui ça aurait pu répondre à votre question tout à l'heure, j'ai vu petit à petit des gens, bah c'est comme oui avec l'anecdote que j'ai dite avec mon ami, là, des gens prendre ça au sérieux et être prêts à tuer père et mère pour l'écriture inclusive. Et donc, moi, il se trouve que avec le Covidisme, là, j'ai été en contact avec deux personnes avec qui j'ai eu des relations plus ou moins amicales, qui étaient aveugles de naissance, et l'une d'entre elles, au moins, m'a dit que, là, au niveau de la synthèse vocale pour les aveugles, donc les aveugles de naissance, là, c'était très problématique. L'écriture inclusive, donc ça faisait bugger en gros la synthèse vocale. Donc c'était une grande gêne. Et ça, c'était un argument intéressant, dont j'ai d'ailleurs eu confirmation hier, parce qu'il se trouve que hier j'ai eu à discuter, pour des raisons que je n'ai pas expliquées, mais avec une personne qui travaille dans une association, mais depuis longtemps et au niveau professionnel, pour faire des emballages pour l'industrie pharmaceutique pour les aveugles ou les non-voyants. Utiliser vous savez, le braille qu'on voit sur les paquets de médicaments, et elle voudrait travailler avec l'industrie pharmaceutique pour que les notices de médicaments qu'il faut absolument avoir lues soient écrites aussi, une version pour les aveugles, une version en braille. Et elle dit c'est très difficile, enfin elle n'y arrive pas, etc. Donc on peut constater que les pouvoirs publics qui sont très au fait de vouloir favoriser les quelques, je sais pas, 15 000 transgenres qu'il y a en France, n'ont strictement rien à faire des 3 millions de malvoyants qu'il y a en France, si vous voulez. Hein, donc, à inclusivité, il y a inclusivité et demie. Donc, au niveau de, oui, l'écriture inclusive, donc je me suis intéressé à la question, et j'ai trouvé, enfin, je connaissais un article qui date de 2021, je crois, de l'Académie française, signé de Hélène Carrère d'Ancos et d'une autre personne dont j'ai oublié le nom, voilà, donnant de très bons arguments, très simples, contre l'écriture inclusive. Il y a, je sais pas, une quinzaine d'arguments. Et il n'y a pas celui des aveugles, c'est pour ça que je me permets de l'ajouter. Et donc je l'avais fait lire à mes étudiants en thèse de début d'année, puis je leur avais demandé leur impression. Et j'avais été très étonné qu'ils étaient très remontés contre l'écriture inclusive et qu'ils corroboraient tout à fait l'avis de l'Académie française. Du coup, je me suis permis de creuser la question, et j'ai découvert ce que je ne savais pas, bien que je sois prof depuis assez longtemps, que en même temps, enfin, avec cet avis de l'Académie française, en fait, le ministère de l'Éducation nationale, donc c'était à l'époque de M. Blanquer, l'avait repris et avait interdit l'usage de l'écriture inclusive dans le cadre de l'Éducation nationale. Et quand je pose la question autour de moi, personne ne le sait. C'est-à-dire que l'Éducation nationale a pris un avis pour le bien des élèves, mais je constate tous les jours que les syndicats enseignants, qui nous abreuvent de leur prose indigeste tous les jours, continuent à utiliser, pas massivement, mais à faible dose, l'écriture inclusive, alors qu'elle est interdite par le ministère. Et donc, ils n'ont pas du tout fait le travail d'apprendre aux enseignants qui ne le savent pas forcément que c'est vraiment nuisible pour les élèves, d'essayer de faire éventuellement, moi je leur ai proposé, puisque j'ai fait ce travail-là, je l'ai envoyé à tous les syndicats, je leur ai proposé de faire le même travail, parce que moi j'ai un lycée un peu particulier, un public un peu particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, je leur ai proposé de faire le même travail avec d'autres classes pour voir si c'était confirmé ou pas. Que les élèves, les premiers intéressés, ça les gênait dans leur apprentissage. Et moi je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la montée en puissance délirante actuellement des élèves dyslexiques, etc., qui ont des énormes difficultés cognitives et d'apprentissage. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la mode de l'écriture inclusive. J'allais dire du wokisme, mais ça en fait un peu partie. C'est le en même temps, finalement. On l'interdit, mais en même temps, on le laisse s'infiltrer. Oui, on laisse, et puis voilà, on laisse prendre le pouvoir sur l'éducation à une personne dont on a de bonnes chances de penser qu'elle est transgenre, qui, comme par hasard, bien qu'elle ait fait, et là c'est incontestable, elle est pratiquée un détournement de mineurs, et ça, carrément, elle en est. La presse lécheuse d'anus en fait une gloire. On laisse cette personne nommer les ministres de l'Éducation nationale et s'occuper du harcèlement scolaire au niveau des enfants, alors que c'est elle qui a harcelé un gamin de 14 ans. Donc cette personne ne devrait... Enfin, moi, je serais ministre de l'Éducation nationale, j'interdirais à cette personne de mettre le moindre doigt de pied dans un établissement scolaire ou dans un endroit où il y a des enfants. Voilà. Mais on laisse cette personne et ses journalistes complices laissent faire ça et encouragent ça. Donc évidemment, il y a un lien avec cette dénaturation de la langue française et l'assassinat de la langue française. Et le détourné, celui que j'appelle le détourné, donc le victime de ce détourneur de mineurs, qu'on l'appelle Jean-Michel Trogneux, qu'on l'appelle Brigitte Macron,
a sorti une déclaration qui fait le tour des réseaux complotistes, mais voilà, il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France. Bah oui, évidemment. Évidemment, quand on veut détruire la langue française, quand on veut tout détruire de la culture française, eh bien, voilà, tout se rejoint, c'est le en même temps. Voilà, en même temps, je veux détruire la culture française, puis je fais semblant de faire quelque chose. Donc, et c'est pour ça que suite à cette directive de l'éducation nationale qui n'a pas été suivie des faits, il y a eu une réaction de 2 sénateurs, dont j'ai oublié le nom, mais vous retrouverez ça dans un article sur mon site, qui, donc c'était en fait il y a à peu près 2 ans, je crois, ont entamé une procédure et ont rappelé à l'ordre le ministère de l'Éducation pour qu'il voilà, qu'il fasse mettre en œuvre cette directive, parce qu'il constatait que ça n'était pas efficace, et avec raison, puisque moi-même, j'en ai jamais entendu parler. Et en fait, du coup, il y a une proposition de loi qui avait été adoptée, je crois, par le Sénat l'an dernier, mais peu de temps avant la dissolution, et donc qui est pendante. Va-t-elle être reprise ou pas? Est-ce que ça fera partie des priorités ou pas? Mais je pense que les priorités actuelles, c'est surtout la lutte contre l'antisémitisme, qui fait des ravages, comme on le sait. Donc c'est la grande priorité de nos députés, qui n'ont pas de priorité comme destituer Macron, ou enfin restaurer le pouvoir du peuple en France. Ça ne les intéresse pas. Mais alors peut-être que voilà, légiférer sur l'écriture inclusive, peut-être que ça, ils pourraient dire, bon, voilà, ça peut nous faire passer pour des gens qui nous préoccupons du bien du peuple. En tout cas, merci. J'invite tous les spectateurs à aller visiter votre site altersexualité.com et à aller acheter vos livres, bien sûr. Oui, enfin, des fois c'est difficile, mais il y a aussi maintenant 2 chaînes Crowdbunker, pour reprendre une chaîne YouTube qui a été supprimée brusquement. Il y a encore une chaîne YouTube qui existe, et 2 chaînes Odyssée aussi. Donc, et le fil Telegram, Lionel Labosse, et le fil Telegram Perruque Jaune pour les fans de Brigitologie. Un grand merci, Lionel Labosse. Merci Stéphanie Reynaud.